depuis le mois de mars que cette femme est disparue. On est au mois de juin. Donc pour elle, ça a été vraiment difficile et étrange comme situation. Félicitations au couple et franchement à 42 ans, je répète, comme quoi hein. Hi babes, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Je suis Sarah et je suis là pour t'aider à être 1% meilleure qu'hier. Ici, je te parle d'estime de soi, je t'encourage à t'accepter et les vendredis, je t'apporte des news. Et donc, sans plus attendre, voici les actus qui ont animé la toile cette semaine. Pour la première actu, c'est une nouvelle assez triste quand même, car on va parler d'un meurtre. Selon moi, j'aurais même dit de féminicide, mais il est peut-être encore trop tôt pour utiliser le mot féminicide dans cette affaire. Mais en tout cas, il s'agit du meurtre de Karine Esquivillon, une mère de 5 enfants, âgée de 54 ans, et ça se passe dans une région en France. Elle a été tuée par son mari et ce monsieur s'appelle Michel Pial, qui a finalement avoué avoir tué sa femme qui était portée disparue depuis le 27 mars 2023. Le corps de la femme a été retrouvé tout près de leur domicile en Vendée. Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et pendant sa garde à vue, il a déclaré avoir accidentellement tiré sur sa femme avec une carabine, je pense que c'est un fusil, lorsqu'il photographiait en vue de vendre cet objet en question. Il aurait donc tenté de la ranimer, mais en vain, et Pial a ensuite, de peur, caché le corps de sa femme dans un terrain privé et jeté l'arme dans un lac. Son avocat a affirmé qu'il était épuisé psychologiquement et physiquement, mais soulagé d'avoir pu donner sa version des faits. Alors, Karine Esquivillon, mère de 5 enfants, on va le rappeler parce que c'est très important, avait été signalée disparue en avril après avoir prétendument quitté le pays avec un ami. Cependant, ses enfants, connaissant leur mère ainsi que leur entourage, ont douté de cette version. Alors, c'est-à-dire en fait que monsieur Michel Pial, il aurait donc tué sa femme accidentellement et de peur, donc il cache le corps pas très loin du domicile et ensuite il va inventer une histoire. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, que la mère d'elle-même écrivait qu'elle était partie avec un ami dans une telle région et selon le journal Le Monde, on peut lire un passage qui dit « Selon la procureure, Michel Pial avait signalé sa disparition par main courante à la gendarmerie le 3 avril, précisant qu'elle avait emporté sa carte bancaire, une somme de 14 000 € en espèces, des pièces d'or pour une valeur de 30 000 € et un sac d'effets personnels. » Et ensuite, on peut aussi lire que le téléphone portable de la disparue a été utilisé jusqu'au 31 mars, date d'envoi d'un SMS à la plus jeune fille du couple, l'informant du départ à l'étranger avec un ami. Et selon les confidences de Michel Pial à des médias, le couple n'était plus ensemble depuis quelques années, mais ils vivaient sous le même toit. Mais leurs enfants ainsi que leur entourage n'étaient pas au courant de cette séparation. Sachant que déjà, depuis le mois de mars que cette femme est disparue, on est au mois de juin, donc il a fallu qu'il y ait une enquête quand même assez approfondie de recherche pour qu'il puisse enfin avouer les faits, que qu'il l'a tué en fait de façon accidentelle, il voulait prendre en photo son fusil et qu'il n'avait pas vu que c'était chargé, donc ça s'est tiré en fait en balle perdue et la femme a été touchée et de peur donc il a caché le corps. Mais ok, pourquoi alors avoir inventé toutes ces histoires d'argent, de lui inventer une histoire comme quoi elle est partie avec un ami. Je pense qu'il aurait aussi fait des posts sur les réseaux sociaux, genre se plaignant en mode reviens, je ne sais pas quoi, pour pouvoir en fait détourner l'attention de lui, alors que dans la plupart des cas, quand une femme, quand un conjoint, une conjointe disparaît, le premier suspect, c'est son partenaire en fait. Donc déjà lui, je sais pas comment est-ce qu'il a voulu la jouer. Et après, il y a aussi ce côté un peu Netflix, genre je prends le téléphone de ma femme et j'envoie des messages à tout le monde pour prouver qu'elle est partie, lui faire comme s'il avait pris l'argent pour disparaître, comme si les gens, tu sais, n'allaient pas se rendre compte, comme si les enfants ne connaissent pas assez leur mère pour se dire, ouais,
ça c'est bizarre, maman ne serait pas partie comme ça, maman ne serait pas, ne nous aurait pas laissé comme ça. Quoique, il y a des fois où ça arrive, hein, où les mamans quittent les foyers parce qu'elles en ont marre ou des raisons qui leur sont propres, qui vont partir faire leur vie et qui laissent les enfants avec leur père. Mais les enfants, ils connaissaient quand même leur mère un peu pour savoir que c'était assez étrange. Et ils ont eu raison de douter, ainsi que la sœur des femmes, pour pouvoir continuer à insister de faire l'enquête et continuer les recherches jusqu'à ce qu'il soit mis en garde à vue. Et c'est là voilà, charge psychologique immense. Donc, il voulait absolument partager sa version. Est-ce qu'on y croit? Moi, probablement, franchement, tant que le juge n'aura pas délibéré, n'aura pas vraiment pris le temps d'enquêter comme il faut, pour moi, je vais considérer ça comme un féminicide. Après, ça reste à prouver quelles sont les raisons qui l'auraient poussé à assassiner sa femme. Et le fait aussi qu'il précise que déjà, ils habitaient sous le même toit, mais en étant séparés, information que les enfants et l'entourage n'avaient pas. Pourquoi l'avoir caché? Donc, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. On va suivre l'affaire et dès qu'il y a un verdict, je me note de côté pour pouvoir venir vous partager la suite. Mais en tout cas, voilà l'affaire. D'ici là, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est courage à la famille et surtout paix à l'âme de cette femme qui, pour moi, part trop tôt, 54 ans, c'est jeune. De ses 5 enfants. Imaginez l'état mental, psychologique des enfants, de se retrouver avec une maman morte, avec un papa probablement en détention, du jour au lendemain. Enfin, c'est lourd, c'est très lourd. Donc, on souhaite beaucoup de courage et de force à cette famille, aux enfants, et nous voulons voir quel va être le jugement et que vraiment justice soit faite à cette femme. On passe maintenant à la deuxième news et on va parler de la famille Kardashian et de la sœur Khloé Kardashian. Regrette-t-elle d'avoir fait appel à une mère porteuse? C'est même pas une news qui date de la semaine dernière, mais d'il y a 2 semaines il me semble, mais j'ai voulu partager l'information parce que je l'ai trouvée assez pertinente quand même, parce qu'en fait Khloé, dans la saison 3 du premier épisode de la saison 3 de The Kardashian, diffusée sur Disney+, Khloé s'est confiée sur son expérience d'avoir utilisé une mère porteuse pour la naissance de son 2e fils, Tatum. C'est beau comme prénom, Tatum. Et donc, elle a avoué que la maternité de substitution était la chose la plus étrange qu'elle aurait vécue. Ce moment, lorsqu'elle est allée à l'hôpital, elle a réalisé pour la première fois l'aspect délicat de la situation qui n'avait, on va dire, rien à voir avec le bébé. Elle se sentait vraiment coupable de prendre le bébé après que cette femme l'ait porté, accouché, souffert, et elle se retrouvait ensuite séparée de lui dans une autre pièce. Elle a décrit l'expérience comme étant très transactionnelle, car cela ne concernait même pas le bébé. En fait, c'était une affaire genre je te paye, tu me portes l'enfant, je récupère, et basta, on se parle plus, il n'y a plus de lien. Donc pour elle, ça a été vraiment difficile et étrange comme situation, sachant qu'elle-même, elle a porté sa première enfant, donc son premier enfant, donc elle sait ce que c'est en fait de porter un enfant, de l'accoucher. Et que là, à son tour, elle arrive comme ça avec ses talons et puis elle prend l'enfant. Et la mère, elle vient juste d'accoucher, même si c'est un contrat qui est signé, des accords qui ont été passés, pour elle, ça lui a quand même fait bizarre. Et ensuite, elle a également admis que elle a eu du mal à se connecter à son garçon comparé à la première fille qu'elle a eue, True. Donc, elle trouvait que c'était dur pour elle de créer un lien, que c'était assez étrange de prendre l'enfant et de tisser des liens en fait de mère-enfant. Et puis elle rajoute également qu'elle aurait souhaité que beaucoup de femmes qui ont eu recours justement à cette procédure, elles auraient aimé que ces femmes-là soient un peu plus ouvertes, sans tabou, plus honnêtes sur ce que ça implique vraiment comme émotion d'avoir recours à une mère porteuse. Après, elle n'a pas vraiment révélé les raisons pour lesquelles elle a eu à faire appel à une mère porteuse, on ne sait pas. Et c'est aussi un enfant qu'on va rappeler qu'elle a fait avec son ancien conjoint, partenaire Tristan Thompson, le joueur de basketball avec qui il a eu déjà True, et avec qui on sait qu'il y a eu plein d'histoires de tromperies, que même pendant qu'elle attendait cet enfant en question,
Tristan l'avait trompé également. Il y avait une autre femme qui attendait un enfant de lui. Bref, toute une affaire, ce gars-là. Et par contre, sa sœur, Kim Kardashian, elle aussi dans l'épisode, elle partageait que pour elle, c'était complètement différent, qu'elle n'avait pas eu vraiment du mal à tisser des liens avec ses enfants parce qu'on vous rappelle que Kim a eu recours à des mères porteuses pour ses 2 derniers enfants. Pourquoi? Parce que les 2 premières grossesses ont été très à risque, donc elle ne pouvait pas se permettre d'emporter d'autres, mais elle voulait quand même une grande famille, donc elle avait eu recours à une mère porteuse. Et elle avait dit à Chloé que pour elle, que ça n'avait pas été aussi difficile comme Chloé le décrit pour tisser des liens avec ses enfants. Et après, je pense que ça s'explique aussi du fait que quand tu portes pas l'enfant, après je sais pas, hein, j'imagine que tu sais quand l'enfant quand tu le portes dans ton ventre, tu sais il est vraiment près de tes organes, donc il te sent pendant 9 mois, il se développe en toi. Je pense que c'est peut-être ce lien qui facilite une fois que tu accouches. Les mamans, dites-moi comment est-ce que ça se passe, le lien avec l'enfant. Est-ce que toutes celles qui ont donné naissance naturellement, vous avez eu même malgré ça du mal quand même à tisser des liens, ou ça a toujours été naturel d'avoir des liens avec ses enfants après naissance? Et celles qui ont eu affaire à des mères porteuses, dites-moi, comment ça s'est passé pour vous? Je serais assez curieuse de vous lire dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant et brave de sa part de partager, parce que beaucoup de célébrités ont recours à des mères porteuses depuis des années, mais rares sont les personnes qui vont vraiment partager leur ressenti honnête. Tu vois, pas le truc superflu, oui, donc mon enfant, quand je l'ai vu. Elle a vraiment dit que c'était difficile. Donc voilà, elle aurait aimé que les gens lui disent un peu plus de façon assez ouverte et honnête sur ce que ça a fait réellement. Après, c'est peut-être parce qu'elle avait déjà porté un enfant auparavant et qu'elle avait une sensibilité qui est différente comparée à d'autres femmes, qui pour elle c'est normal. Je sais qu'il y a des célébrités comme Priyanka Chopra qui a eu recours à une mère porteuse, Gabrielle Union, mais Gabrielle Union c'est parce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire des enfants parce qu'elle a eu beaucoup de fausses couches. Donc après, je suis là en train de justifier, mais est-ce que les femmes doivent vraiment justifier si oui ou non, pourquoi, quelles sont les raisons de faire appel à une mère porteuse ou non? Et on passe à la troisième actu, et on reste toujours sur le thème de la famille. C'est une bonne nouvelle. C'est l'actrice Ouzo Aduba qui annonce sa première grossesse à l'âge de 42 ans. Hey, c'est incroyable quand même. Si vous savez pas c'est qui Ouzo Aduba, c'est l'actrice qu'on a découvert dans le rôle de Crazy Eyes dans la série Orange is the New Black. Lorsqu'elle foulait le tapis rouge des Tony Awards le dimanche 11 juin, elle a révélé qu'elle attendait son premier enfant avec son époux, le cinéaste Robert Sweeting, je vais pas écorcher son nom, Robert Sweeting, et Madame Ouzo Aduba qui attendent leur premier enfant. Mais 42 ans, c'est incroyable. Également confirmé sur son compte Instagram avec une adorable vidéo et un beau message que je vais lire bien sûr parce que je trouve ça beau, les annonces de grossesse. Elle dit: « Quelle bénédiction, mon mari Robert et moi sommes tellement heureux d'entrer dans ce nouveau chapitre ensemble en tant que parents. Je suis tellement excitée, je vais être la maman de quelqu'un. » Donc ça c'est moi qui ai rajouté. Je sais que tandis que nous 3 continuons à grandir, notre seul et unique but sera de t'aimer. C'est trop mignon. Félicitations au couple. Et franchement, à 42 ans, je répète, comme quoi, hein, juste prenez soin de votre santé. Si Dieu est grand, vous allez encore être fertile jusqu'à 45. Force à vous, à nous les femmes. Celles qui n'ont pas encore d'enfants, donc perdez pas espoir. On ne sait jamais. Voilà. Et place maintenant à notre woman crush de la semaine et on va parler de l'influenceuse Sally qui a bravement partagé sa réalité concernant les règles douloureuses. En effet, elle a raconté un épisode gênant qu'elle a vécu dans l'avion, enfin gênant et en même temps vrai parce qu'elle s'était évanouie de douleur à son premier jour de règles. Elle ne savait pas que c'était son premier jour de règles, elle n'avait pas pris ses médicaments avec elle et dans l'avion, elle s'est prise d'un mal-être, donc l'obligeant à s'allonger par terre avec transpiré à grosses gouttes selon ses dires. Je vous mettrai la vidéo juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a profité de cet épisode pour sensibiliser le public aux maladies gynécologiques. La sienne, c'est donc les kystes aux ovaires qui lui causent des règles douloureuses. Mais elle a parlé également de l'endométriose qui touche une femme sur 10
en âge de procréer. Et également, moi j'ai envie de rajouter que en plus de ces maladies qu'elle a citées, il y a également les fibromes utérins qui causent également ce genre de douleurs, les femmes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques, enfin il y a plein de maladies gynécologiques qui rendent en fait les femmes handicapées le temps de ces jours-là qu'elles ont leurs règles. Et c'était vraiment très important pour une femme qui a une telle plateforme comme elle de pouvoir mentionner et en parler encore une fois pour que les gens sachent que c'est pas des femmes qui font des caprices, c'est pas des faibles, c'est pas des fainéantes, c'est que quand au travail elles doivent poser une journée, c'est parce que elles ont vraiment mal. Et donc, je vais vous laisser avec la vidéo, avec un extrait de la vidéo, et je vous inviterai vivement à aller écouter la vidéo au complet sur son compte Instagram. Salut! J'ai ce qu'il vous faut là. Ce que vous venez de voir, c'est ce qui m'est arrivé hier dans un avion où j'ai fait un malaise grave à cause de mes règles. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour rappeler à tout le monde à quel point les règles douloureuses, comme on dit, c'est pas du tout anodin et c'est un vrai problème pour beaucoup d'entre nous au quotidien. Évanouissement, vomissement, fièvre super forte et j'en passe. Parce qu'on a l'habitude de penser que les règles, c'est un caprice de femme, que quand on dit qu'on a mal, on fait les chochottes, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que pendant toute mon adolescence, j'ai supporté mes douleurs de règles et mes malaises qui étaient anormaux en pensant que c'était la norme et qu'il fallait faire avec. Jusqu'au jour où j'ai fait des examens médicaux et qu'on s'est rendu compte que j'avais des kystes aux ovaires qui revenaient régulièrement et qui éclataient pendant mes règles. Ce qui rendait mes règles horriblement douloureuses et qui par ailleurs pouvaient gonfler mon ventre d'une manière extrême. On pouvait vraiment croire que j'étais enceinte. Et c'est à ce moment que j'ai aussi découvert l'existence de l'endométriose. C'est une maladie dont on ne parle pas assez alors qu'elle touche plus d'une femme sur 10. Et en fait, c'est une maladie où les tissus de la muqueuse utérine vont migrer en dehors de l'utérus. Ce qui crée des douleurs insupportables et il y a eu des cas où ces tissus allaient même jusqu'au cœur, voire jusque dans les yeux. C'est ce qu'on appelle l'endométriose nasolacrymale. Et on termine avec la réco du jour. Et cette semaine, ce week-end, je t'encourage à prendre 1 heure de ton temps pour passer un moment avec toi-même. Tu inventes ce que tu veux, tu fais ce que tu as envie de faire, mais il faut que tu te retrouves avec toi, sans ton téléphone, juste toi, et vous trouvez une activité ensemble pour kiffer ta présence et te rappeler à quel point tu es importante et tu mérites tout l'amour du monde. Ok? Maintenant, dis-moi dans les commentaires quelle a été l'actu qui t'a le plus impacté aujourd'hui. D'ici là, je te dis porte-toi bien, passe un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ah, et n'oublie pas de t'abonner. Salut, bye!